Le shonen neketsu est très facile à résumer. Néanmoins, d'un manga à un autre, il y a quand même quelques nuances, même si la base reste relativement la même. Et en général, lorsqu'on se tourne vers un manga de sport, eh bien on trouve du shonen neketsu. Je dis bien en général parce qu'il y a toujours quelques exceptions. Et en parlant d'exceptions, il y a Blue Lock. Blue Lock est aux antipodes de ce que nous propose un Captain Tsubasa, l'école des champions, Haikyuu, Kuroko Basket, etc. Là où les autres misent sur un scénario mettant en avant un héros au-dessus du lot, avec des amis pour l'encourager, pour le soutenir si tu veux, et lui donner de la force, donc le pouvoir de l'amitié, et une petite amie, entre guillemets, genre un amour non déclaré, ou même un amour à contresens, eh bien Blue Lock mise sur un héros juste talentueux, mais possède quand même une capacité particulière. C'est un manga axé sur l'individualisme et il n'y a pas de romance. En tout cas de pseudo-romance, hein. Il n'y a pas de fille qui est forcément amoureuse de notre héros. Je t'ai toujours aimé, Olivier. Ah, le ballon est mon ami. Pour en revenir à l'histoire, Izagi est un lycéen évoluant comme attaquant dans une équipe de foot. Un jour, il se fait sélectionner par un chasseur de talent et se retrouve dans le nouveau centre de formation appelé Blue Lock. Il pense à rentrer dans un centre de formation normal avec un staff, des gardiens de but, des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants. Mais en réalité, non. Non. Pas du tout. Il n'y a que des attaquants, 300 attaquants pour être précis. L'objectif du Blue Lock est de trouver le meilleur attaquant du Japon en utilisant des méthodes totalement différentes des autres centres de formation normaux. Les 300 joueurs vont devoir passer différents tests et s'affronter en oubliant tout ce qu'ils ont appris du football, du moins en grande partie. Et surtout, oublier le collectif. Ce qu'ils veulent, c'est pas juste un buteur, c'est une machine de guerre. Un mec inarrêtable devant les buts. Et Izagi, notre héros, ne se démarque pas de ses concurrents de par son physique, mais plutôt par rapport à sa vista, sa vision de jeu si tu préfères. Il est capable de détecter quelle est la meilleure situation, en tout cas la plus optimale en fonction de ses coéquipiers. Du coup, il a un jeu extrêmement collectif et il doit basculer dans le côté obscur de l'individualisme. Et pour être totalement honnête, ça fait du bien de lire une histoire où le héros ne pense qu'à lui. Il doit protéger personne, il doit mettre en avant personne, il doit faire briller personne. Et on va pas suivre que son histoire à lui, on va suivre aussi l'histoire des autres concurrents. Alors, pas forcément des 300, mais on a une bonne vingtaine, voire peut-être une trentaine. Et ils sont tous dans la même optique, c'est-à-dire briller en solo. Alors, il y a des moments où ils vont devoir faire équipe, mais une équipe composée que d'attaquants, en plus des crevards absolus, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. Il n'y a pas de pouvoir au niveau des personnages. Et quand je parle de pouvoir, je prends en référence Captain Tsubasa où tu as le ballon, il va faire le tir de l'aigle, il va monter, il va tournoyer en haut, il va descendre, ensuite tu vas faire des zigzags et rentrer dans le but. Non. Ils ont chacun un atout comme la vitesse, le dribble, la puissance, parfois les trois combinés, et leurs capacités sont juste mis en avant spectaculairement. Mais en tout cas, ce qu'ils font n'est pas du tout impossible pour le commun des mortels. Si tu veux, c'est faisable dans la vraie vie. Bon, après, il faut être extrêmement fort aussi, hein, parce que franchement... Ah oui, élément important, chaque personne éliminée du Blue Lock voit sa carrière totalement et définitivement stoppée. Ça veut dire que si tu réussis pas dans le Blue Lock, eh bien tu ne deviendras jamais footballeur. En tout cas, pas footballeur professionnel. Je te l'accorde, l'histoire n'est pas ouf. C'est pas une histoire où tu vas te creuser la tête, où tu vas forcément ressentir beaucoup de sentiments, beaucoup d'empathie. Ce n'est pas un scénario à la SNK ou autre. C'est juste un manga axé sur le sport, pour le sport et pour les fans de football. Et accessoirement pour les autres fans de sport, parce que t'as des gens qui sont fans de rugby, qui sont pas forcément fans de football, mais tu peux quand même apprécier Blue Lock. Côté dessin, on est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif. Donc, vu que des images valent mieux que des mots, je te laisse avec ces quelques planches magnifiques. A l'inverse de Blue Lock, Aoashi, lui, au contraire, est un pur produit du shonen neketsu, en tout cas à mon sens. Alors le premier problème de ce manga, c'est qu'il y a eu sur les réseaux sociaux une Zumba incroyable. Du coup j'étais hyper hypé et finalement non. Hein. Mais attention, hein, c'est pas nul du tout, même j'ai bien aimé.
mais je m'attendais un peu mieux quand même. L'histoire nous présente un jeune garçon extrêmement talentueux qui se démarque vraiment des autres joueurs de son équipe et même de l'équipe adverse tant qu'on y est. Il est conscient de son talent et montre le visage d'un mec très sûr de lui à la limite de l'arrogance. Genre, je suis le meilleur, c'est moi qui va faire gagner l'équipe, fais-moi la passe, je vais marquer, toutes les passes c'est pour moi, fermez vos. Il a un tempérament qui fait que sur le terrain de foot, il est capable de se battre littéralement. Genre, il va te mettre des coups de poing, des coups de tête. Bon, après, s'il se bat, c'est qu'il a de bonnes raisons. Même si la violence, c'est mal. Attention, hein, faut pas vous battre. Il se fait repérer par un chasseur de talent. Oui, comme dans Blue Lock. En même temps, c'est un peu le propre du football. Tu es amateur, ton but, c'est de te faire repérer par un chasseur de talent. On appelle ça un chasseur de tête. Donc, logique. Et il intègre le centre de formation des U18, des moins de 18 ans. Si je dis pas de conneries. J'ai lu les 3 premiers tomes et ce qui m'a plu, toi je te pose ça là, c'est pas forcément le côté sportif et le côté football, mais plutôt son côté tranche de vie. Et d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu sur la fiche descriptive du manga, eh bien il te met shonen, sport, tranche de vie. Notre héros Ashito a une vie de famille qui est à cheval entre la classe moyenne, mais vraiment juste moyenne, et la classe pauvre. Il est entre les deux. Il roule pas sur l'or, mais il n'est pas pauvre non plus. T'as capté le délire. Et il habite une toute petite ville dont j'ai oublié le nom, qui est très loin de Tokyo. Limite, c'est un village le truc. Sa maman l'élève seule et elle n'est pas du tout favorable au fait que Ashito doit partir à Tokyo pour devenir un footballeur professionnel. Il faut savoir que dans leur famille, il y a beaucoup de non-dits. Alors, j'imagine déjà par pudeur par rapport à la culture japonaise, mais surtout que la mère essaye d'inculquer à leur enfant qu'il faut être fort face à la vie et montrer ses véritables sentiments d'amour, c'est entre guillemets tabou. Même si le mot tabou est un petit peu fort, mais c'est quand même tabou chez eux. Je parle dans cette famille-là, hein, pas forcément au Japon. Ce qui fait qu'au moment du départ, parce que oui, à un moment donné, il va partir, sinon il n'y a pas d'histoire. Au moment du départ de Ashito, eh bien, les cœurs commencent à s'ouvrir. On découvre les véritables raisons pour lesquelles sa maman était opposée à ce voyage, et en même temps, on découvre les véritables raisons pour lesquelles Ashito veut devenir un footballeur professionnel. Et je pense que c'est à ce moment-là où mes sentiments vis-à-vis de ce manga ont été largement amplifiés et qu'au final, c'est vrai que j'ai pas été super hypé, mais j'ai bien aimé ce manga, même si je trouve que pour l'instant c'est pas encore ouf. Pour moi, Ashito est clairement le fils spirituel de Captain Tsubasa, dans le sens où on retrouve quasiment les mêmes mécaniques. On retrouve pas forcément la même histoire, mais il y a beaucoup de similitudes, sans rentrer dans du plagiat ou dans une grosse inspiration. Pour donner un exemple, tu as Naruto et Boruto. Bon, même si là c'est clairement une suite, il n'y a pas de débat. Là pour moi il y a Captain Tsubasa et ensuite il y a Aohashi. Mais encore une fois c'est mon ressenti. En termes de dessin c'est super qualitatif, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On retrouve un côté fin des années 90, début 2000, mais tu sens que la patte elle est assez récente quand même. Et au niveau des actions de football, eh bien c'est pas brouillon, tu comprends les actions. T'as pas besoin de retourner le manga. Attends, il a mis une tête ou il a mis un shoot, je comprends pas. Non, c'est assez clair. Je te l'ai pas dit avant, mais je te conseille véritablement de lire Blue Lock et aussi Aohashi si t'es fan de foot ou au minimum si t'es fan de sport. À partir de maintenant, je t'embarque dans une ambiance totalement différente. Imagine des mecs de banlieue transportés dans l'univers du Seigneur des Anneaux ou de Game of Thrones, ou peut-être même un mélange des deux, devant faire face à une époque dépourvue de toute technologie et affronter des monstres humanoïdes. C'est exactement ce que nous proposent les Rakai de l'autre monde. Une fusion entre le Furio et le Isekai. Une bande de 4 lycéens amateurs de bagarres de rue se retrouve soudainement téléportés dans un monde parallèle. Ils s'adaptent très vite à cette idée et se rendent dans un village. Dans la foulée, une fenêtre de compétences pop à côté de nos héros, pour ensuite faire face à leur premier adversaire. Alors vu que pour l'instant je n'ai lu que le premier tome, tu t'imagines bien que c'est un tome pour installer l'histoire et que il se passe des choses, mais je peux pas trop te dévoiler sans te spoil, donc je vais rien te dévoiler. Mais je vais te donner les bons points de ce manga. Il est drôle, il y a du combat, il y a une légende autour de la légende arthurienne du coup. C'est pas une histoire, encore une fois, qui va demander beaucoup de réflexion, mais tu sais ce qu'il en coûte, c'est-à-dire que eux, ils doivent sortir de ce monde. Pour sortir de ce monde parallèle, ils vont devoir battre un boss. Avant d'arriver à ce boss-là, ils vont devoir battre plusieurs petits ennemis et voire même des boss de certains levels. Du coup, vu que eux ils ont une fenêtre de compétences, chaque compétence va évoluer et je pense que chacun d'entre eux va essayer de faire évoluer sa compétence entre guillemets fétiche. Ce manga en tout cas est vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup ri. Il faut évidemment rentrer dans l'univers parce que évidemment si tu prends le manga au sérieux, tu te dis non, comment au bout de 4 pages les mecs qui sont dans un univers totalement parallèle et ils acceptent l'idée.
oui, effectivement, au niveau de la réalité, c'est pas forcément cohérent, mais je veux dire que faut rentrer dans l'histoire, et une fois que tu es rentré dans l'histoire, tu acceptes ce qui se passe, et c'est génial en fait. Côté dessin, on est sur quelque chose, encore une fois, de très qualitatif. Dans tous les cas, tous les mangas que je te présente aujourd'hui, au niveau du dessin, c'est qualitatif, donc pareil, je te laisse quelques images. Nous sommes tous plus ou moins, et j'insiste bien sur le fait, tous plus ou moins, hein, j'englobe pas tout le monde, donc nous sommes tous plus ou moins d'accord pour dire que Death Note, et attention, là je spoil pour ceux qui n'auraient pas lu ni vu Death Note, s'arrête à partir de la mort de L, et qu'après, il y a beaucoup de bullshit. C'est à peine intéressant, mais pour moi, Death Note, ça s'arrête à la mort de L, fin du game. Et avec tous les gens avec qui j'ai parlé, à part 2-3 exceptions, c'est pareil. Et pour ma part, j'ai longtemps rêvé d'avoir une suite ou au moins une nouvelle histoire avec le Cahier de la Mort. Oba et Obata ont enfin réalisé mon rêve avec ce one-shot. Néanmoins, j'aurais préféré avoir une petite série, mais bon. Quelques années après le règne de Kira, Ryuki donne son cahier de la mort à un autre lycéen japonais. On apprend que les actions de Kira pour un monde meilleur a réussi à stopper les guerres dans le monde et à grandement réduire la criminalité. Notre héros, maintenant en possession du Death Note, a une toute autre idée en tête quant à son utilisation. Et bien évidemment, je vais pas te dire c'est quoi. Alors ce manga, j'ai dû le lire 2 fois pour juste l'apprécier. La première fois, j'ai détesté. J'ai dit c'est quoi ça, non, c'est de la merde, j'en veux pas. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce héros va utiliser le Death Note d'une toute autre manière que l'a fait Kira, et d'une toute autre manière que l'aurait fait n'importe quelle personne possédant le Death Note. Et moi, je m'attendais clairement à une suite. Et avec ma deuxième lecture, j'ai prêté attention à certains détails, surtout en ce qui concerne les dialogues de Nier au début du manga. Parce que Nier insiste bien sur le fait que là, on n'a pas affaire à Kira. Alors, je sais plus comment il l'appelle, mais je sais qu'il lui donne pas le nom de Kira. Je crois qu'il l'appelle Akira ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'auteur insiste bien à travers les dialogues de Nier pour nous faire comprendre que là, c'est bon. Kira, faut l'oublier. Faut oublier la période Death Note que nous avons connue. Et là, c'est un tout autre one-shot avec le dieu de la mort, Ryuk, et le cahier de la mort qui a les mêmes pouvoirs. Mais c'est un autre personnage qui va l'utiliser différemment. Et une fois que j'ai accepté cette idée, eh bien, ça m'a paru, pas mieux, mais assez intelligent, assez subtil. Pourquoi j'ai quand même apprécié? Eh bien parce que, inconsciemment, et je pense que ça fait l'effet à beaucoup de gens, en lisant ce manga, on s'attend à avoir une suite. Le problème, c'est en ayant une vraie suite à Kira, genre un successeur, c'est le mot que je cherchais, on va forcément comparer les deux personnages. On va comparer Kira et ce nouveau personnage-là. Dans leurs agissements, dans leur fonction de pensée, qui est le plus intelligent, et forcément, à mon sens, eh bien, dans Death Note, le personnage de L et de Kira, ils ont mis la barre beaucoup trop haute pour avoir un personnage beaucoup plus charismatique et encore plus intelligent. Du coup, si l'auteur avait fait ça, on aurait forcément été déçu, en tout cas une grande majorité, je pense, aurait été déçu du personnage et ça aurait été un Kira bis et ça aurait été un gros flop. Du coup, l'auteur a pris un tournant totalement différent. Encore une fois, il nous dit implicitement, oubliez Kira, on a quelqu'un d'autre. Et malgré ça, ça me paraît risqué parce que, eh bien justement, la première lecture, en tout cas chez moi, ça a fait que j'ai pas forcément kiffé la façon dont notre héros, dont j'ai oublié le nom, a utilisé le Death Note. Mais c'est quand même intéressant. Jusqu'à la fin, je me suis dit, bon, c'est un one-shot, il est vraiment pas mal. J'avoue que c'est une façon d'utiliser le Death Note à laquelle j'aurais pas forcément pensé. C'est assez astucieux. On retrouve quand même une petite formation d'idées que Kira avait, que notre héros utilise aujourd'hui, mais rien de plus. En revanche, la fin, elle est dégueulasse. Je vais pas te mentir, j'ai détesté la fin. Ils ont fait exactement ce que je voulais pas au niveau de la fin. Donc je te spoil pas. Si t'es un grand fan de Death Note, je te conseille au moins de... Je suis pas forcément un adepte des scans, mais au moins lis le scan. Et si t'intéresse, achète-le, ne serait-ce que pour l'avoir dans ta collection. Mais ce serait dommage d'avoir dans ta collection un manga que t'aimes pas. Mais clairement, la fin, j'ai été extrêmement déçu. Il y a 2 choses qui ont fait que j'ai pas aimé. Et si t'as lu Death Note, bien viens me voir sur Instagram, on va en discuter. Enfin, quand je dis si t'as lu Death Note, si t'as lu ce one shot. En termes de dessin, ça perd pas du tout en qualité. Je te mets quelques planches ici, le mec il a rien à prouver, tu vois. Donc non, en termes de dessin, c'est vraiment très beau.
En termes de dialogue, bah c'est cohérent, t'es toujours dans l'esprit Death Note, y a aucun souci là-dessus. J'insiste bien sur le fait que la nouvelle utilisation du Death Note est assez intelligente, mais je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Kenji Rejo nous raconte l'histoire d'Asuma, jeune garçon un peu pervers sur les bords. Non, en fait, il est beaucoup pervers sur les bords. Même beaucoup pervers sur les bords. Lorsqu'un jour, un homme mystérieux le recrute pour intégrer un lycée strictement ou presque réservé aux filles. Ce manga m'a été envoyé avec les 2 tomes suivants, donc le tome 1, 2 et 3, par Manga Box. Et pour être honnête, au tout départ de ma lecture, j'ai pas du tout aimé ce délire de personnage totalement pervers, parce que moi, la perversité, c'est pas forcément mon truc, t'as capté? Mais comme j'avais les 3 tomes, je me suis dit, il faut que je fasse le travail jusqu'au bout et il faut que je me force un petit peu. Et bah, j'ai eu raison, parce que finalement, j'ai dévoré les 3 tomes. Le lycée qu'Asuma va intégrer n'est pas un lycée à proprement parler. C'est juste en façade, mais en réalité, c'est une organisation secrète qui combat des monstres. Et à la place d'avoir un manga axé sur des personnages pervers avec des blagues ou des situations de beauf, on a une histoire qui a beaucoup plus de sens que ça. Elle est bien travaillée et au final, bah, il n'y a pas tant de perversité que ça. C'est extrêmement ponctuel et encore, il n'y a pas forcément de fanservice où tu vois des boobs ou des trucs chelous, t'as capté? Je dirais même que ça relève de certains passages très ponctuels qui servent à l'histoire en fait. Les jeunes filles de cette école sont donc des guerrières qui, grâce à certaines reliques, possèdent certaines capacités de combat spéciales. Et ces capacités sont nécessaires justement pour tuer les monstres qu'elles vont affronter. Et justement, l'arrivée de notre héros Asuma le pervers n'est pas du tout un hasard. Il a un rôle majeur dans cette guerre et dans l'utilisation des capacités spéciales dues à sa perversité. C'est particulier, mais je te jure que c'est super intéressant. Quasiment tous les personnages qu'on va te présenter sont assez bien écrits. Ils ont chacun un passé, pour certains très douloureux, ce qui fait qu'on comprend mieux certains personnages et que bah forcément on s'attache un peu plus à eux. Chose que je m'attendais pas du tout en lisant ce manga. Concernant les reliques, c'est pareil, on te jette pas ça au visage, genre bah il y a des reliques, fin de l'histoire, tu l'acceptes. Non, on t'explique d'où viennent les reliques et comment ça se fait que bah confère des pouvoirs à nos jeunes filles. Même si c'est quelque chose qui est extrêmement tiré par les cheveux, maintenant faut pas oublier qu'on est dans un manga, on est dans quelque chose qui fait partie de la science-fiction, donc faut l'accepter. Moi ça me dérange pas, au contraire j'aime beaucoup. Pour les monstres, là où j'en suis, c'est encore un petit peu flou. Soit c'est flou, soit j'ai pas compris. Donc je vais attendre un petit peu la progression du manga pour voir comment ça se fait que les gens se transforment en monstres. Il y a une petite explication, enfin on t'explique pourquoi l'humain passe de l'état de humain à monstre, mais comment, c'est soit j'ai pas compris, soit c'est encore flou. Et pour Asuma, je suis passé d'un état où je le détestais, mais vraiment les personnages pervers, c'est en tout cas écrit sur la perversité, c'est pas mon délire, à un état où je le trouve extrêmement badass. Dans ce manga, tu vas retrouver de l'action, du gore, de l'émotion, de l'humour, légèrement de fanservice, mais clairement c'est vraiment pas dérangeant et c'est pas quelque chose interdit aux moins de 16, même pas moins de 14, tu vois, c'est vraiment tout naze en fait. Et en plus, c'est utile à l'histoire, à la limite c'est le cœur de l'histoire. Je suis en train de te spoiler un petit peu, mais c'est le cœur de l'histoire. En tout cas, c'est essentiel. En ce qui concerne les dessins, eh bien comme je te l'ai dit en amont, c'est quelque chose de très qualitatif. Sur les scènes de combat, c'est pas brouillon, c'est pas fouillis, tu comprends exactement ce qui se passe, tu comprends ce que l'auteur a voulu te montrer, et ça c'est un point qui est vraiment très important parce que à l'inverse de, par exemple, Samurai 8, eh bien là tu comprends ce qui se passe dans le manga en termes de combat. Donc cette vidéo touche enfin à sa fin. Dis-moi en commentaire si tu connais déjà ces licences et si tu les as déjà lues. Si oui, bah dis-moi ce que t'en as pensé parce que bah c'est bien d'interagir. Un petit like, un petit partage et si t'es pas abonné, abonne-toi!